très heureux de vous retrouver pour l'heure des pros. On est ensemble jusqu'à 9h30 sur Europe 1 et jusqu'à 11h sur CNews. La réunion organisée hier à la Maison-Blanche est une avancée majeure vers la résolution du conflit. Entendons-nous, l'affaire n'est pas encore réglée. Il faudra encore de longues heures de négociations pour parvenir à la paix. Mais depuis vendredi, jamais cette perspective n'avait semblé aussi proche. Cette évolution, on la doit à Donald Trump. Le président américain a décidé d'accélérer le calendrier diplomatique en rencontrant Vladimir Poutine en Alaska vendredi, puis en recevant les dirigeants européens hier à Washington. Dans sa quête du prix Nobel de la paix, Donald Trump agit sur plusieurs conflits avec des résultats tangibles. S'il s'était appelé Barack Obama ou Joe Biden, il aurait été loué à longueur d'édito. Malgré ces résultats, Donald Trump continue d'être décrié dans les médias français, les mêmes qui n'avaient pas vu les doutes sur l'état de santé de Joe Biden, ceux qui assuraient que Kamala Harris serait largement élue, puis qui, une fois l'élection passée, affirmaient que Trump serait un danger pour la sécurité du monde. À tout cela, Donald Trump donne tort ce matin. En ouvrant la voie à une rencontre à trois avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le président américain se mue en faiseur de paix. Et malgré les doutes et la prudence qui doit nous guider sur les étapes à venir, on peut au moins s'accorder sur un point. Le monde est sans doute plus sûr depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Bon, je salue les invités qui m'accompagnent ce matin. Chère Judith Vintraud, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour Thomas. Éric Nolot, bonjour à vous. Bonjour Thomas, bonjour. Je salue également Harold Iman du service international de CNews qui va nous aider ce matin à décrypter les enjeux autour de cette réunion. On parlera dans quelques instants du rôle de Donald Trump. Peut-être que mon introduction vous fera réagir. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la lecture des événements qui a été la mienne ce matin. Mais d'abord, arrêtons-nous avec vous, Harold Iman, sur l'aspect factuel de ces discussions. De quoi a-t-il été question hier? Où on en est ce matin? Notamment sur les questions territoriales, sur les questions des garanties de sécurité qui sont en fait les deux enjeux aujourd'hui des discussions et qui ont été longuement abordés hier, particulièrement les garanties de sécurité d'ailleurs. Ça a été abordé, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire encore. Ce qu'on sait, c'est que les chefs d'État qui étaient réunis ont convenu d'une réunion trilatérale. Ça veut dire Zelensky, Poutine et Donald Trump ensemble, où on ne sait pas encore. Ce matin, Emmanuel Macron plaide pour Genève. Ça serait un excellent lieu. Encore faut-il que Vladimir Poutine ne soit pas soumis à un mandat d'arrêt international à Genève. Il a été question d'Istanbul aussi, là où avaient eu lieu les premières discussions. Emmanuel Macron Ça aussi. Mais vous savez, les mandats d'arrêt internationaux ont ceci de particulier qu'on peut les lever si c'est pour une bonne cause. Ça s'appelle, c'est une immunité fonctionnelle d'un dirigeant en exercice. Donc, ça sert pratiquement à rien. Mais voilà, il pourrait aller à Genève. Et Emmanuel Macron a même parlé de quadrilatéral. Oui. Quadrilatéral. Ça veut dire les Européens, plus Donald Trump, plus Vladimir Poutine, plus Volodymyr Zelensky. Donald Trump n'a dit ni oui ni non, mais il était tout à fait cordial hier. Et alors, hier, ils ont parlé des garanties de sécurité et des possibles cessions de territoire. Qu'est-ce qu'on sait, même si vous dites que tout n'est pas encore connu à l'heure où on se parle, mais qu'est-ce qu'on sait déjà de ces discussions? Vers quoi on se dirige? On se dirige vers une espèce de garantie multinationale de la sécurité de l'Ukraine qui ressemblerait à une garantie de type OTAN. Et il est à noter que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le néerlandais, était présent autour de la table. Voilà l'OTAN totalement réhabilitée par Donald Trump. Et Donald Trump qui a juste empilé les compliments sur Mark Rutte, quel homme de talent, intelligent, etc. Et il y avait aussi le président de Finlande, Alexander Stubb, qui, paraît-il, joue au golf fréquemment avec
Donald Trump. Alors voilà, un conseil pour les dirigeants du monde ou ceux qui voudraient le devenir, apprenez le golf. Bon, mais sur le fond, il y avait une photo, malheureusement, qu'on ne peut pas montrer à la radio, mais il y avait une photo en noir et blanc prise par les équipes de la Maison-Blanche et distribuée à la presse. Avec cette carte, c'est ça? Avec une carte. Donc on voyait Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans un bureau de la Maison-Blanche, dissertés devant une carte pour sans doute discuter des possibles cessions territoriales. Et on voit l'image. Alors je la décris pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Photo en noir et blanc où Donald Trump parle à Volodymyr Zelensky et devant eux il y a cette grande carte qui a été disposée, carte de l'Ukraine bien sûr, avec des couleurs différentes selon les zones qui sont contestées, qui pourraient arriver dans le giron russe. Alors cette carte a ceci d'intéressant que c'est la même carte que tout le monde utilise. Ce n'est pas une carte différente. Voilà la nôtre. C'est une autre carte là qu'on a préparée en l'occurrence avec des couleurs, les territoires qui sont discutés et qui sont. Et c'est précisément la même carte qui est dans je pense, le bureau ovale et dans lequel sont en train de viser Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Il paraît que Zelensky a demandé d'amener avec lui, d'apporter avec lui cette carte, la remporter en Ukraine. Mais ce qui veut dire qu'on est d'accord sur la question territoriale, c'est au centre de tout. Si on ne peut pas tracer l'endroit qui sera la ligne de partage, on ne peut rien faire. Et là, Donald Trump lui-même a endossé ce vocabulaire. Il a dit il va falloir parler de ligne de séparation, de ligne de front, et il a cherché des synonymes multiples. Et bien sûr, on va jouer avec les mots maintenant. Je salue Amine Elbaï qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, cher Amine. Éric Nolot, je vous voyais faire la moue quand on parlait des questions territoriales. On sait que ce sera un enjeu majeur des discussions, notamment peut-être s'il y a cette union à 3. Vous n'aimez pas mes cartes, c'est ça? Je crois pas que c'était contre vous, c'était plutôt contre l'idée même de cession de territoire, Éric. Non, je vais y venir, mais pour ce qui me concerne, la question n'est pas de savoir si je suis d'accord ou pas avec votre éditorial. La question est de savoir si on considère le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, je commence par le verre à moitié plein. On va entrer, on n'y est pas encore entré, dans une véritable phase de négociation. Ça, tout le monde ne peut que s'en féliciter. Après, ça ressemble de plus en plus quand même à une entente entre deux empires, représentés par messieurs Trump et Poutine, qui s'apprêtent à faire un accord sur le dos non seulement de l'Ukraine, mais de l'Europe. Aux dernières nouvelles, parce que les informations filtrent de manière un peu trouble. Ce n'est pas 2 oblasts, 2 régions de l'Est de l'Ukraine que revendique Poutine, mais les 4. Vous voyez, les 4. Ça, c'est les dernières nouvelles. Bon, c'est déjà un gros morceau. Je vous rappelle que la question, c'est donc de faire entrer dans le droit international des territoires qui ont été conquis par la force militaire. Ensuite, il ne démord pas non plus de tout ce qu'il a demandé, c'est-à-dire la démilitarisation de l'Ukraine. Il n'y aurait plus d'armée, évidemment qu'elle n'entre pas dans l'OTAN et qu'il y ait une forme de neutralité qui soit inscrite dans les faits. Alors, à partir de là, c'est sur cette base maximaliste que vont s'ouvrir les négociations, sachant que les garanties de sécurité de l'Ukraine ne peuvent l'être qu'avec l'accord des États-Unis. Donc à la fin des fins, les États-Unis, c'est eux qui trancheront. Moi, je vois quelque chose qui va très très mal tourner pour l'Ukraine, où les Européens vont essayer quand même d'amoindrir un peu la facture, mais je trouve qu'on est à la veille d'un marché de dupes, où à la fin, c'est quand même Vladimir Poutine qui gagnera. Éric Nolot émet quelques doutes quant à l'avenir de ces discussions. Est-ce que je dis d'un trop, vous partagez ces doutes ou au contraire, vous êtes de ceux qui disent on va quand même vers la résolution de ce conflit? Les deux, mon général. Je trouve que la description faite par Éric Nolot de l'état des négociations est parfaitement exacte, en tout cas pour ce qu'on en connaît. Elle est d'autant plus exacte qu'elle reflète l'état des forces, en fait, sur le terrain, étant donné les alliés de chacun et ce que sont disposés à faire, d'une part, les États-Unis qui ne veulent pas d'un engagement supplémentaire, d'autre part, les Européens qui n'en peuvent mais, pour des raisons liées à la fois à l'état de leur armement et puis eux aussi, comme Donald Trump, à l'état de leur opinion. Je rappelle que Trump avait promis au peuple américain, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait élire, de se désengager des conflits du monde. Donc la description est exacte, mais ce que vous avez dit en préambule est tout à fait exact aussi. C'est la première fois depuis le début du conflit qu'on semble aussi près
de la paix. Alors, la paix dans ces conditions-là n'est qu'un pis-aller, mais c'est toujours mieux que la guerre. Excusez-moi, ça paraît parfaitement banal ce que je dis, mais il y a eu des centaines de milliers de morts des deux côtés dans ce conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu et que Vladimir Poutine a déclenché. Pour le moment, il me semble qu'il n'a pas tout gagné, puisqu'il voulait aussi la tête de Zelensky sur un plateau pour parachever sa victoire. L'accord qui semble se dessiner lui est plutôt favorable, mais avait-on les moyens de faire autrement? Harold Iman, vous voulez apporter une précision peut-être? Oui, un peu dans le sillage de ce que vient de dire Judith. Donald Trump, à l'issue de la rencontre en Alaska, a été interviewé par Sean Hannity, son ami à Fox News. Et ils ont convenu qu'il n'était pas, lui, Donald Trump, un isolationniste. Donc ça, c'est un peu intéressant. Il a pu promettre de se désengager pendant la campagne. Bon, toutes les campagnes sont des exagérations, bien sûr. Mais l'idée, c'est se retirer, mais en position de force. Ce n'est pas un des abandons qu'il projette. Joseph Touvenel, comment vous analysez les discussions telles qu'elles ont été menées hier? Encore une fois, on n'a pas forcément tous les éléments. On est obligé pour l'instant de se fier aux différentes déclarations des différents leaders qui étaient présents à la Maison-Blanche hier. Malgré tout, est-ce que vous dites que ça va dans le bon sens et qu'on est en train d'avancer vers la résolution du conflit? Déjà, j'ai noté que tout le monde voulait que ça soit une réussite, donc tout le monde avait des qualités extraordinaires. Donald Trump était génial. Et d'ailleurs, on a appris que le chancelier allemand était un leader fort, et je cite, au bronzage magnifique. Donc c'est pour dire si tout allait bien. Même Zelensky avait évité de venir en short. C'est pour dire si la réunion commençait bien. Plus sérieusement, alors est-ce que le chiffre est exact? Mais quand Trump nous dit que toutes les semaines c'est 7000 morts, on voit qu'il y a une priorité, c'est faire cesser les hostilités. Et là, sur cette priorité, il y a une partie qui nous disent cessez le feu, cessez le feu. C'est Macron, ce sont les Anglais, ce sont les Allemands. Oui. Et du côté de Trump comme du côté russe, visiblement, on dit non, mais cesser le feu, c'est pas la peine. Ce qu'on veut, c'est la paix, et on peut arriver à la paix sans un cessez-le-feu au préalable. On voit déjà qu'il y a une petite différence. Oui. Et puis il y a d'autres éléments. Alors moi, je suis un contribuable français, alors comme j'ai un esprit un peu étroit. Je vois que vous allez arriver, et c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu les documents du Financial Times. Absolument. Qui nous disent que l'Ukraine s'engage à acheter, un document américain qui dirait que l'Ukraine s'engage à acheter près de 100 milliards de dollars d'armes américaines, mais financées par l'Europe. Absolument. Et j'ai l'impression que si on a la paix, on a aussi le reste. Les Américains organisent avec les Russes, mais les petits soldats français devront aller voir si on fait une frontière, la surveiller, et nous devrons financer ces efforts de paix. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais vu l'état des finances de la France, je sais pas comment on va faire. Vous avez raison, ce sera sans doute l'un des enjeux qui sera à explorer dans les jours à venir. Effectivement, l'effort financier de l'Union européenne, dont on comprend qu'il ne va pas s'arrêter, loin de là, et on parle même pas encore de la reconstruction de l'Ukraine, mais qui là aussi pèsera sans doute sur les finances européennes. Je crains que les Américains soient très présents pour la reconstruction. Absolument, par rapport aux métaux rares. Les Allemands également, puisque les Allemands ont eu l'intelligence de faire venir Zelensky il y a quelques jours, et je suis sûr que dans leur conversation, ils ont évité de parler évidemment business et reconstruction. Et j'ai peur que les Français, on paye beaucoup, mais on en tire peu de gains. Alors on va en venir au rôle de Donald Trump quand même, parce que le président américain est à la manœuvre depuis plusieurs jours, depuis au moins vendredi, qui est le jour où il a reçu en Alaska Vladimir Poutine. On va peut-être découvrir le dernier message en date. Vous savez qu'il poste très régulièrement des messages, Donald Trump, sur son réseau social Truth Social. Alors voilà ce qu'il dit, plutôt optimiste ce matin, le président américain. Peut-être qu'il a, voilà, j'ai eu une très bonne réunion avec des invités de marque, dit Donald Trump. Tout le monde se réjouit de la possibilité d'une paix entre la Russie et l'Ukraine. À l'issue des réunions, j'ai appelé le président Poutine. J'ai commencé à organiser une rencontre dans un lieu qui reste à déterminer. Une rencontre donc entre le président Poutine, le président Zelensky et Donald Trump. Après cette rencontre, nous aurons un trilatéral qui réunira les deux présidents et moi-même. Encore une fois, il s'agit d'une très bonne première étape dans cette guerre qui dure depuis près de 4 ans, dit Donald Trump. Et c'est vrai, Amin El-Baïd, ce qui nous a sauté aux yeux aussi hier, c'est l'attitude du président américain qui était très nettement différente
de celle qu'il avait adoptée lorsqu'il avait reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche au mois de février, avec cette scène qui avait tourné à l'humiliation. Hier, et Joseph Touvenel le rappelait, il n'a pas manqué de louer les qualités de tous les dirigeants européens autour de lui. On entendra tout à l'heure ce qu'il a dit à propos d'Emmanuel Macron. On n'avait jamais entendu Donald Trump être si dithyrambique sur le président de la République française. Oui, bien sûr, mais souvenez-vous... Amin El-Bailly. Il y a maintenant un an de cela, une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine était impossible d'un côté comme de l'autre. Les deux refusaient d'ailleurs de négocier les conditions d'un potentiel cessez-le-feu ou d'une potentielle paix, puisque Vladimir Poutine avait collé un procès en illégitimité contre Volodymyr Zelensky et vice-versa. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans ce conflit, Thomas, c'est que la voix de l'Europe ne compte plus. L'Europe est hors jeu. Vladimir Poutine et Donald Trump ont au moins convenu sur ce point que l'Union européenne n'était qu'une union économique et qu'elle ne pesait rien. Elle ne faisait pas peur d'un point de vue militaire ni à Vladimir Poutine, ni à d'autres États, puisque au fondement même de la conception de l'Union européenne, il n'a pas été convenu de créer une armée militaire européenne, voire une constitution d'Europe. Les Français ont dit non à cette constitution par la voie du référendum. Donc ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que dans tous les cas, c'est les États-Unis qui vont gagner. L'Ukraine achète américain, c'est 100 milliards d'euros, ainsi que l'a rappelé 100 milliards de dollars, ainsi que l'a rappelé Joseph Touvenel selon les informations du Financial Times. Et puis l'Europe aussi est en train de s'armer. On a investi plus de 800 milliards d'euros à travers les États européens depuis maintenant 2 ans pour monter en armement, monter en équipement militaire et essayer d'avoir un rôle, pas seulement celui d'un rôle de médiateur, mais aussi avoir une voix qui porte, une voix qui pèse, une voix qui puisse menacer Vladimir Poutine, une voix qui puisse en tout cas contrecarrer, porter quelque chose d'autre. Emmanuel Macron, d'ailleurs, et je crois à juste titre sur ce point, a eu raison de rappeler que l'annexion de 2 à 4 territoires, puisqu'aujourd'hui le nombre de territoires est disputé, c'est pas seulement une défaite pour l'Ukraine, c'est aussi peut-être demain une menace pour l'Europe. Et ça, c'est un enjeu qu'il faut effectivement... On entendra Emmanuel Macron tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur le rôle de Donald Trump. On sait, il vise le prix Nobel de la paix, et hier, lorsqu'il a parlé devant la presse aux côtés de Volodymyr Zelensky, il a rappelé, vanté son bilan, dit qu'il a mis fin à 6 guerres en l'espace de 6 mois. Écoutez, le président américain, c'était donc hier à la Maison-Blanche depuis le bureau ovale. Tout le monde en a assez de cette guerre. Des 6 guerres que j'ai pu observer, c'est certainement pas la plus facile à gérer. Mais que ce soit l'Inde et le Pakistan, avec l'État islamique, que vous alliez en Afrique, entre le Rwanda et la République du Congo. Cela faisait 31 ans que le conflit faisait rage. Et donc, nous sommes penchés sur toutes ces guerres. Et nous avons aussi, bien sûr, vu l'exemple de l'Iran avec sa menace nucléaire. Mais je pense que nous allons y arriver. Moi, je connais des présidents américains qui ont un prix Nobel pour moins que ça, Éric Nolot. Oui, vous pensez peut-être à Barack Obama. Par exemple. Moi, je me demande si cette obsession du prix Nobel de la paix est une si bonne nouvelle. Parce que ça peut pousser Donald Trump à accepter une paix à un prix qui, d'un point de vue européen, ne nous convient pas. Parce que moi, je ne suis pas pour un jusqu'au-boutiste moral et encore moins belliciste. Enfin, il faut quand même rappeler ce qui est en jeu. C'est la violation des valeurs européennes les plus fondamentales, c'est-à-dire le respect des frontières, des États souverains. Donc c'était vraiment une grosse couleuvre à avaler. Alors est-ce qu'il va falloir que Trump va vraiment faire le maximum, pousser au maximum pour nous imposer ça à l'Ukraine, mais également à l'Europe? Moi, c'est ce que je crains, parce que là, vraiment, il a l'air de faire de cette histoire de prix Nobel une des priorités de ce début de mandat. Je ne trouve pas que ça soit une bonne nouvelle. Je crains qu'à la fin, l'addition, ça ne soit pas seulement les 100 milliards d'armes, mais ce soit aussi un recul de l'Europe vis-à-vis de ses valeurs les plus sacrées. Et je le disais ce matin, imaginez si c'était Joe Biden ou Barack Obama qui étaient à l'initiative.
tous les médias salueraient ce matin le travail du président américain. Non, ça c'est une chose. Mais dans l'énumération que vient de faire Trump des victoires qu'il revendique, il me semble qu'il y a quelques abus. Alors je ne vais pas reprendre point par point en Afrique, etc. Mais prenons simplement l'Iran. Il s'arroge un succès qui est dû essentiellement à Israël. C'est Israël qui a décidé, on a su après que les États-Unis avaient été prévenus, mais n'étaient pas enthousiastes au début, c'est un euphémisme. C'est Israël qui a décidé de taper le Hezbollah en Iran. Trump a ensuite entériné, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il avait été mis devant le fait accompli, mais il ne peut pas revendiquer d'avoir fait rentrer l'Iran dans le rang. Mais quand même, c'est intéressant, Joseph Touvenel, le traitement médiatique. On vous a ressorti des titres de presse qui datent du moment à peu près de l'élection de Donald Trump pour son second mandat. Et alors, la presse française, je précise, presse française, elle s'interrogeait, je prends là, c'est un euphémisme, elle critiquait en fait, elle était assez sceptique sur les intentions de Donald Trump sur le plan géopolitique, en disant en clair, et vous allez peut-être en découvrir à l'image, Donald Trump va rendre le monde plus dangereux. Bon, ce matin, on se réveille et on a quand même l'impression que c'est un peu moins dangereux qu'hier. Alors évidemment, tout n'est pas réglé, mais en tout cas, Donald Trump, il agit pour essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine et dans d'autres conflits, avec les réserves qu'a émis Judith. On sait que pour beaucoup d'organes de presse, c'est pas la réalité que compte, c'est l'idéologie. Dans la guerre en Ukraine, on a oublié quand même pendant longtemps de nous rappeler les accords de Minsk, qui ont été trahis par les Européens et par un dénommé Obama. Ce qui n'excuse en rien, d'ailleurs, ce qu'a fait Poutine, mais ce qui explique. Trump, on nous le décrit pendant longtemps comme l'idiot du village. Non, il n'est pas forcément sympathique à mon point de vue, il est un peu grossier, il est un peu tout ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un businessman qui sait ce qu'il veut et qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Sinon, il n'aurait pas été par 2 fois élu président des États-Unis à ceux qui ne l'auraient pas remarqué. C'est pas l'idiot du village qui arrive comme ça. Et cette caricature permanente permet pas de voir la réalité des choses. La réalité des choses, c'est effectivement ce que nous a dit Éric Nolot, c'est qu'à un moment donné, ça va être la victoire de Poutine, même si c'est pas la victoire absolue, celle qu'il voulait, la prise de toute l'Ukraine. Mais aujourd'hui, que voit-on ? On voit qu'il y a des discussions, et pendant ce temps-là, l'armée russe continue à avancer. Dans le Donbass, là, ils avancent de jour en jour. Et à la fin, qui sera le vainqueur ? Il y en aura 2. Le premier vainqueur, ça va être Vladimir Poutine, parce que dans une guerre de territoire, celui qui a gagné, c'est celui qui a pris des territoires aux autres. Après, on peut nous raconter tout ce qu'on veut, mais ça, c'est factuel. Et le deuxième, ça sera Trump, qui aura dit, en gros, les États-Unis sont de retour, sont là, et c'est nous qui faisons la paix, c'est-à-dire nous sommes le gendarme du monde. Et mon cher Thomas, moi, je voudrais vous poser une question. Éric Nolot. Est-ce que c'est un monde plus sûr, un monde où il est maintenant avéré que la force paye ? Voilà, est-ce que c'est plus sûr ? Moi, je serais dans la tête de Vladimir Poutine, je me dis, voilà ce que j'ai obtenu par une agression absolument injustifiable, par l'usage de la force. Bien, la prochaine fois, je vais essayer autre chose, puisque ça marche. Évidemment, c'est long. Enfin, à la fin des fins, il va obtenir ce qu'il veut, ou à peu près. Moi, je ne sais pas si ça rend Vous pensez, Éric Nolot, en clair, Donald Trump va donner à Vladimir Poutine à peu près tout ce qu'il attend ? Absolument. Il n'y aura aucune concession, vous pensez, de la part du président russe ? Très minime. Et puisqu'on parle de l'Europe, moi je me mets dans la peau pas de nous, parce qu'on est un peu loin, mais il y a des Européens qui sont beaucoup plus proches. Oui. Les pays baltes, la Pologne, ils doivent regarder ça avec beaucoup d'inquiétude, parce que ça ressemble quand même à une forme de capitulation collective. Moi, j'ai pas l'impression que l'Europe soit un continent plus sûr après, la manière dont ça s'engage. Après, on verra bien le résultat final. Judith Vintraud. L'arrêt des massacres, des morts que fait la guerre, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais est-ce que c'était un monde plus sûr d'avoir un président américain qui, comme Barack Obama, a trahi sa parole donnée notamment au président français François Hollande, de tracer des lignes rouges dans le conflit syrien et ensuite nous abandonner en race campagne. Est-ce que ce monde-là était plus sûr ? Non, mais tout est relatif, ça ne vaut que par comparaison. Non, mais Trump a fait la même chose en Ukraine. Il y avait des lignes rouges. La ligne rouge du cessez-le-feu, par exemple. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu, parce qu'on est tous là à déplorer, à juste titre, les milliers de morts. Au moment où on parle, il y a des hommes qui meurent. Ça continue. Ça va continuer Éric, dans les 2 semaines, ça va continuer. Si ce qu'on espère tous, Trump arrive à imposer la paix, on ne pleurera pas, parce qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu comme étape intermédiaire. J'aurais bien aimé, moi, que les massacres cessent dès aujourd'hui.